vous nous avez laissé des messages sur notre page Facebook, notre groupe Solidarité Sud Radio, des questions santé. On va les poser ce matin à Jean Sibiliac qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Une question qui est assez longue, mais je pense qu'il mérite réponse. C'est un auditeur qui nous l'a laissé. J'ai une sarcoïdose pulmonaire depuis 25 ans. Elle est stabilisée, mais j'ai une véritable fragilité pulmonaire. J'ai été sous cortisone pendant 12 ans. Voilà, il nous explique qu'il prend désormais 20 mg d'hydrocortisone chaque jour puisque ses glandes surrénales sont à l'arrêt. Il inhale aussi une bouffée tous les matins et soirs de Sérétide 500. Sa question, est-ce que il est vraiment en danger s'il attrape le Covid-19 et les traitements actuels à l'essai pourraient-ils le sauver? Alors, une question médicale très très personnelle qui permet de rappeler des choses importantes. Les maladies pulmonaires, que ce soit une sarcoïdose, pour les auditeurs, c'est une maladie assez fréquente, qu'on connaît pas bien, mais qui est assez fréquente, et qui donne une inflammation des poumons, des ganglions, de la peau, des articulations. C'est une inflammation qui est presque toujours, enfin 9 fois sur 10, bien contrôlée, ou très bien contrôlée par les traitements comme la cortisone, et qui guérit en quelque sorte. Donc on peut considérer que sa maladie n'a pas laissé de séquelles, sous réserve bien sûr de renseignements médicaux qui ne nous a pas donné, mais il n'y a pas de séquelles. Donc il a un poumon aujourd'hui qui doit être à peu près nettoyé, qui doit être à peu près calme. Donc le risque qu'il fasse une complication grave du Covid est faible. Mais on le sait quand même, dans les études, on l'a montré, les Chinois l'ont montré, les Italiens aussi, quand vous avez une pathologie pulmonaire préalable, comme on dit, c'est-à-dire un poumon post-tabagique ou un asthme sévère ou éventuellement, effectivement, un poumon sarcoïdosique, vous avez un risque supplémentaire. Donc il faut être d'autant plus prudent dans ces situations-là, et les mesures barrières s'appliquent encore plus, le confinement aussi, donc il faut vraiment faire attention de ne pas contracter le virus. C'est presque des mesures de bon sens, mais il faut aussi se rassurer, la certitude de faire une complication n'existe pas, donc il faut vraiment faire très attention à essayer de ne pas être contaminé, et si c'était le cas, voilà, il y a un gros espoir, et les médecins connaissent bien cette maladie, et savent traiter cette maladie. La question collatérale posée, est-ce que les traitements actuels permettraient d'éviter les complications? On va répéter tout ce qu'on dit tous les jours. Aujourd'hui, nous n'avons pas de traitement démontré efficace. On a une succession de pistes, toutes explorées, mais on n'a pas de démonstration absolue. Mais beaucoup de médecins dans les hôpitaux ont l'autorisation et utilisent des médicaments antiviraux, de l'hydroxychloroquine en passant par le remdesivir, etc. Donc ces molécules sont utilisées. Elles ont été en Chine, elles ont été en Italie, en Espagne, elles le sont en France, mais nous n'avons pas encore la preuve définitive de leur efficacité. Ça, on le répète sans cesse. Eh bien, merci pour lui. Avec d'autres personnes au standard, avec Jean-Marc qui nous appelle de Gironde au 0826 300 300. Bonjour Jean-Marc. Bonjour madame, bonjour monsieur. Écoutez, moi je suis un profane. Alors moi je m'interroge beaucoup, je ne suis pas médecin, mais je me renseigne. Alors j'aimerais savoir, évidemment, il est question de ce médicament composé de deux molécules qui puisse être admis à des patients qui n'ont pas une affection sévère. Et alors moi j'aimerais poser la question au docteur. N'y a-t-il pas dans cette affaire-là, à mon sens, et les vraies voix en parlaient l'autre jour, je pense quand même qu'il y a quand même, on a l'impression, c'est l'impression qu'a le peuple, c'est l'impression qu'a l'auditeur, qu'il y a une guéguerre, qu'il y a une espèce, je vais dire un petit peu d'omerta, une espèce d'intelligentsia médicale qui a, par définition, par volonté, pensé que le programme du professeur Raoult n'était pas bon. Et alors, ce qui m'interroge quand même, c'est, je ne veux pas faire de jugement, mais c'est l'attitude de ce professeur de médecine qui travaille à Saint-Antoine, dont on sait qu'a priori, il y a des intérêts financiers derrière. Alors, je pense quand même que là, nous sommes dans une situation de crise. Donc, souvenez-vous de la Première Guerre mondiale, on a eu recours au taxi de la Marne. Donc, quand on entend un président parler de guerre, il faut se donner les moyens pour la guerre. Le directeur général de la santé, par ailleurs, qui était là, connaissait la crise auparavant. Tous les manques
tout ce qui manquait dans l'hôpital public était connu. Vous-même, professeur de médecine, et tous les libéraux, tous les médecins ont alerté sur ces problèmes-là. Donc, moi, je crois, enfin, chez mon humble avis de citoyen, moi, je crois qu'à un moment donné, il faut prendre ce qui peut être pris. Donc, je ne comprends pas, moi, cette obstruction qu'il y a entre deux positions. Est-ce que vous pouvez expliquer ceci? Professeur, docteur Jean Sibiliard. Merci pour cette question et votre réaction honnêtement de bon sens. Hein. Il y a beaucoup de points que je partage avec vous et je vais essayer de vous donner deux, trois pistes, deux, trois explications pour là aussi un peu éclairer le débat. Mon point de vue est le même que vous et que beaucoup de soignants, c'est que la réflexion et la méthodologie en temps de crise, dans des temps très courts où il faudrait réagir très vite, ne peut pas être la même qu'en temps de paix. En d'autres termes, je m'explique, on a des médicaments sous la main, je ne parle pas des médicaments qu'on découvre ou qu'on ne connaît pas encore, qu'on va découvrir, mais nous avons un arsenal thérapeutique conséquent, il y a beaucoup de molécules qui existent déjà, et certaines ont des arguments, on le sait, pour être efficaces contre les virus, dont l'hydroxychloroquine, mais pas seulement, d'autres aussi. Ces médicaments-là sont connus. Et donc on est dans une situation où ces médicaments connus n'ont jamais été testés contre ce virus qu'on ne connaissait pas, mais il y a des arguments spéculatifs pour penser que ça peut apporter quelque chose. En regard, nous connaissons la toxicité de ces molécules, puisqu'on les prescrit, en tout cas pour le plaquenil, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc on est dans une analyse, et je prends le mot à la lettre, en analyse bénéfice-risque, avec un risque qui est de fait connu depuis très longtemps. Alors il faut le contextualiser, comme on dit, parce que là on traite des malades quand même infectés, co-traités par d'autres traitements, dans des situations parfois un peu difficiles. Donc effectivement ce risque est connu, bien connu ou assez bien connu, et le bénéfice est purement spéculatif. Alors, est-ce que, et beaucoup de scientifiques et de médecins s'interrogent, est-ce qu'on peut utiliser de façon empirique ce rapport bénéfice-risque et jouer le jeu, jouer la carte d'un bénéfice hypothétique peut-être, mais qui pourrait peut-être sauver des gens, ou alors est-ce qu'il faut rester sur et certains le disent aussi, c'est pour ça que la communauté est partagée, rester sur une stratégie extrêmement rigide et rigoureuse, mais qui est effectivement dans l'absolu la meilleure, cette stratégie de démonstration absolue par la preuve, mais qui demande du temps et qui demande une échéance qui n'est pas adaptée à l'échéance de l'épidémie, surtout celle-là qui était très brutale. Vous voyez, le débat, j'essaie de vous l'expliquer avec des mots simples, avec une explication simple, et effectivement, ça déchire la communauté scientifique et médicale, et moi je le regrette, mais profondément. Je trouve qu'on ne donne pas une image, c'est pas l'image que je veux donner de la médecine et de la science. Aujourd'hui, les médecins sont là pour soigner les gens. Et les médecins sont là pour gérer aussi l'incertitude. Moi, c'est ma position. On est dans une position d'incertitude. On n'a pas toujours la preuve de tout. On ne peut pas attendre toujours la preuve de tout. On doit gérer l'incertitude, mais il faut le gérer dans toute transparence, avec potentiellement une prise de risque, mais aussi rigueur. Et c'est pas parce qu'on prescrit, qu'on ne surveille pas, qu'on ne fait pas attention aux contre-indications, qu'on ne fait pas attention à la collecte des éléments qui sont issus de cette prescription. Il y a toute une rigueur aussi derrière cette prescription. Et je regrette profondément que le débat ait été déporté vers un débat qui devient un débat émotionnel et qui n'est plus médical et scientifique. Je pense que c'est une vraie erreur. Je pense qu'il ne faut pas parler du professeur Raoult. Le professeur Raoult, il a une idée, il a une intuition, c'est très bien. Mais le problème n'est pas aujourd'hui d'être pour ou contre le professeur Raoult. Et le débat, malheureusement, il s'est déporté un peu de cette façon-là. Et il est même aujourd'hui difficile de s'exprimer, vous voyez, même pour moi, parce que quand on dit ça, on peut considérer qu'on est pro-Raoult ou anti-Raoult. C'est pas du tout le débat. Arrêtons ce débat. Le débat aujourd'hui, il est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on traite? On ne traite pas. Et quels sont les éléments de preuve qu'on peut obtenir le plus vite possible? Et faisons le mieux possible. Faites confiance aux médecins, surtout dans les hôpitaux. Laissons ces molécules à disposition. Le médecin fera le mieux possible pour son malade. C'est le cœur de sa mission. Alors faisons confiance aux soignants pour les patients. Voilà, c'est mon message. Oui. Allez, vite, le temps file. Cécile, une dernière question. Appel, oui, c'est Yves qui nous appelle de Paris. Bonjour Yves, bienvenue. Oui, bonjour à tous. Moi, ma question, elle est pour les personnes âgées. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est quid des traitements actuellement pour les patients atteints du Covid-19 en EHPAD. Et puis, la seconde, parce que c'est très alarmant, on entend que ces personnes ne sont pas soignées. Donc, est-ce qu'on peut nous confirmer que c'est le cas?
Dans ces cas-là, quelles sont les mesures prises pour les accompagner? Parce que cette maladie étant particulièrement atroce en termes de difficultés respiratoires, c'est comme si on étouffait. Je trouve que ça serait un énorme scandale qu'on laisse nos anciens, nos parents, grands-parents, nos familles, nos amis, partir de cette façon. Donc j'aimerais que le docteur nous explique un peu ce qui se passe avec Jean Sibilia, allez, en 2 minutes, c'est mais c'est vrai. Là aussi, je suis désolé, faire court sur un sujet comme ça, c'est compliqué, évidemment, c'est un sujet de préoccupation majeure. Je crois que ça a été dit par tous, par les soignants, les médecins, même les politiques, même si mon rôle n'est pas de débattre de ce point-là politiquement, mais médicalement, évidemment, on ne peut pas laisser nos anciens dans les EHPAD sans soins. Donc il y a toute une organisation via les urgences pour la prise en charge de sujets âgés. Vous avez vu comme moi qu'il y a des patients de plus de 80 ans, même 90 ans, qui sont allés en réanimation, dans ma région en particulier, et même je connais personnellement le doyen le doyen sorti de réanimation dans le Grand Est qui avait pas loin de 90 ans. Donc on a bien traité et même réanimé des sujets de 90 ans. Donc il n'est pas question de faire des tris, comme j'ai entendu. Tout sujet qu'on peut sauver, quel que soit son âge, il faut essayer de le faire. Mais évidemment, c'est pas le combat n'est pas là. Je crois que le combat est d'abord dans le confinement très strict des EHPAD. Il faut les protéger, il faut faire de la prévention. Une fois qu'ils sont malades, un sujet de 90 ans infecté par le Covid, vous connaissez le taux de mortalité, il est majeur. Et je voulais aussi vous signaler, quand un sujet infecté grave avec une atteinte pulmonaire de plus de 80 ans arrive en réanimation et qui doit être intubé, ventilé, sa chance de sortir est très 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 faible. Certains disent proche de 0. Donc évidemment, on ne va pas intuber, ventiler quelqu'un de 90 ans avec une pneumonie très très sévère, sachant qu'il n'y a aucune chance à l'issue des 2, 3, 4 semaines de ventilation. Dernier point, évidemment, et vous l'évoquez, et là c'est de l'humanisme élémentaire des soignants. On ne peut pas ne pas accompagner ces personnes-là. Effectivement, il faut les accompagner, éviter effectivement que la mort soit difficile, des morts souvent isolées, sans les parents, ça on l'a vu chez nous, catastrophique humainement pour les soignants et surtout pour ceux de la famille et le patient lui-même. Donc on les accompagne, il y a des mesures d'accompagnement, il y a des règles très précises du comité d'éthique national, il y a des règles des comités d'éthique locaux, on a des formations d'accompagnement, même nos étudiants, on les forme à accompagner ces personnes si elles ne sont pas réanimées, si on ne peut pas les réanimer. Ce qui arrive malheureusement. Donc vraiment, croyez-moi, on fait tout, en tout cas les soignants, on essaie de tout faire pour respecter nos anciens, à la fois dans l'accompagnement ou si on peut les sauver, sauvons-les, quoi. Enfin, on a tous envie de les sauver, évidemment. Ouais. Merci beaucoup, Jean Sibilia, pour toutes ces explications extrêmement claires, en fait, à chaque fois, avec de la pédagogie, du calme et accessible pour tout le monde. Chaque matin, donc, c'est à 9h moins le quart, Cécile.